Bonjour les petits loulous et les petites louloutes, j'espère que vous allez bien. Les petits loulous, on est aujourd'hui le 5 mai. On va faire le Dictio et le songe de lune jusqu'à aujourd'hui du 1er, ce que j'avais dit hier, du 1er au 5 mai. Là, on va refaire alors le C, le canard, Corentin. Je vais vous faire 2 mots, comme ça on va aller un petit peu plus vite. On va pas rester sur les lettres, voilà. Je pense que je vais faire 2 mots, comme ça vous allez découvrir 2 mots tous les jours. On va faire comme ça. J'ai un petit peu de lumière par rapport à mon... Oui, c'est mieux. Donc, on va faire les 2 mots pour le Dictio. Puis après, je fais songe de lune. Je fais du 1er mai au 5 mai. Et après, hop, on parlera d'autre chose. On est aujourd'hui vendredi, donc j'y vais. On va parler donc de la lettre C, comme canard. Alors, c'est le canard corentin. On va parler du petit canard corentin. Voilà. Alors, un caméléon. Cet animal a une langue très longue, il change de couleur pour se confondre avec le paysage. Par exemple, il va sur une feuille jaune, il va s'habiller de jaune. Rouge orangé, son corps va être en rouge orangé. Il se confond avec le paysage. Alors, caméléon, c'est C-A-M-E-L-E-O-N. E accent aigu. Caméléon. Ouais, c'est ça. Canoë. Corentin et son ami se promènent en canoë sur la rivière. Dans ce bateau très léger, ils ont les plumes au sec. Canoë, C-A-N-O-E, tréma. Les trémas, c'est 2 petits points au-dessus du E ou du I aussi, de maïs. Vous avez I tréma ou E tréma. Voilà. Je vais vous faire voir. Donc là, c'est le caméléon. Et là, c'est le canoë. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Allez. Hop. Et donc, j'ai dit demain et après-demain, ça sera les contes préférés. Voilà, je ferai le samedi et le dimanche. Le dimanche, par contre, le dimanche, ça sera le livre sur la... Parce que j'avais mis tous les dimanches un conte et légende des Charentes. Et je vois, je n'ai pas trop respecté le truc. Voilà. Ça, je vous le lirai dimanche. Comme ça, je le mets là. Voilà. Alors, ah oui, on va prendre un nouveau papier. Alors, les papiers, les nouveaux. Alors, attendez. Attendez avant tout. Il est là. Hop. Je prends mon petit calepin. Je pense que je vais le laisser dedans. Ça sera mieux. Alors, on a quand même... Pardon. On a quand même commencé depuis le 12 mars. On en a fait du chemin. Alors, il me faut le crayon. Après, avec l'écran, je parlerai de timbre. Je suis en train de chercher mon crayon. Donc là, je vais vous parler du 1er mai, l'histoire du 1er mai. Alors, c'est paré pour la fête.
Attendez, je marque en même temps. Voilà, on est le 5 mai. Voilà. Paré pour la fête. Un beau matin, un brin de muguet qui était resté longtemps caché sous la futaie se décida à risquer une fleur au dehors. Doucement, tout doucement, il ouvrit la plus haute. Guiling-ling, un coup de vent secoua la clochette. Inquiet, le brin de muguet se demanda s'il ne se montrait pas trop tôt. Pourtant, le soleil était là. Chaud à point, il laissa éclore d'un coup 2 autres corolles. Reguiling-guiling, le vent le fit tressaillir à nouveau. Il regarda autour de lui et se trouva bien seul. Pas un autre brin de muguet n'était fleuri. Quelle catastrophe, pensa-t-il, je suis en avance sur la saison. Je dois être la seule qui doit fleurir de toute la forêt. Le jour de la fête sera fané. Non, le jour de la fête, je serai fané. Je dis bêtise. Il n'y avait pas l'animation qui règne habituellement dans le sous-bois à pareille époque. Quelques oiseaux, écoutez, sifflotaient. Une petite ritournelle très discrète. Cuicui par-ci, cuicui par-là. Écoutez, on les entend. Juste à côté de lui, une violette lui dit: Bonjour, beau brin de muguet, tu es bien matinal? Bonjour, bonjour, répond-il préoccupé. Reguiling, guiling, souffla le vent. 2 enfants qui passaient par là, alternés par le carillon délicat, trouvèrent le brin très joli. Ils le cueillirent pour l'ajouter à leur bouquet. Pensa le muguet, j'étais bien à l'heure. Alors, l'histoire du 2 mai, c'est les bijoux. Un hibou plein de poux a caché ses bijoux dans les choux, en cherchant des cailloux pour s'en faire des joujoux. Pierre se mit à genoux et trouva les bijoux. L'histoire que je viens vous raconter, pour ceux qui sont un petit peu plus grands, c'est les histoires de OUX. Hibou, pou, bijou, chou, caillou, joujou, genou. Voilà. Il y en a 7. On dit bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Voilà, il y en a 7. Et tous ceux que je viens de vous dire là prennent un X à la fin. Ça, la maîtresse vous expliquera, bien entendu. Voilà, mais je vous le dis, c'est les 7 exceptionnellement, les mots finissant par OU finissent un X. Voilà. Alors, le 3 mai, l'histoire du 3 mai, c'est la machine merveilleuse. Ben, heureusement que je les marque en fin de compte, vos histoires, comme ça je sais où je suis arrêtée et où je peux reprendre. Donc, l'histoire du 3 mai, c'est la machine merveilleuse. Alors, c'est une petite fille, elle s'appelle Armelle. Alors, Armelle, ça s'écrit A-R-M-E-2-L-E. Ça, c'est le nom pour une fille. Le nom d'un garçon, c'est A-R-M-E-L. Armelle. Voilà. Et ça me fait plaisir de vous l'annoncer, c'était le nom de mon papa. Mon papa, il s'appelait Armelle. Voilà.
Alors la petite fille, Armelle, regarda la machine à écrire posée sur le bureau. Elle trouvait amusant tous ces petits boutons alignés avec leurs lettres ou leurs chiffres dessinés. Elle appuyait souvent sur les touches, comme ça au hasard. C'était si drôle de voir s'inscrire sur la feuille de papier des mots bizarres sans aucun sens. Ça fait, quand vous appuyez dessus, ça, les vieilles machines à écrire, ça faisait clac, 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 clac. Et plus que vous tapez, plus que c'est... Voilà. Comme elle s'apprêtait à se livrer à son jeu favori, elle fut très surprise de voir la machine se mettre à écrire toute seule. Armelle lut ce qui était inscrit sur la feuille. « Tu tapes trop fort, tu me fais mal !» Depuis ce jour, Armelle est très douce avec sa machine à écrire. En revanche, celle-ci l'aide à corriger ses fautes d'orthographe. Voilà, c'est une histoire, hein. Parce que... voilà. Le 4 mai, le titre c'est « Après l'orage ». Le soleil après l'orage a chassé les nuages. Regardez-les pousser, les petites fleurs du pré. Observez bien la nature, les enfants. Il faut bien observer la nature. Voilà. Ces 4 petites phrases. Tout est dit. Oh, je vais la redire. Oh, je vais la redire. Le titre, c'est « Après l'orage ». Le soleil après l'orage a chassé les nuages. Regardez-les pousser, les petites fleurs du pré. Le 5 mai, c'est Jean-François et les merles. Voilà. Le jardin de Jean-François est bien joli, plein de fleurs, d'abeilles et d'oiseaux. Faut écouter bien. Jean-François a décidé aujourd'hui de s'occuper des oiseaux. Quelques merles s'en donnent à cœur joie en se cachant derrière les haies. « Je vous vois, dit le petit garçon, sortez de vos cachettes et venez manger les miettes de gâteau que je vous ai apportées. » Les merles sont gourmands, ils se précipitent vers l'enfant et se régalent sans plus attendre. Une fois rassasiés, ils se posent sur les branches d'un arbre et chantent à gosier déployé pour remercier leur hôte. Voilà, l'histoire est terminée. Voilà les enfants. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà. Demain, ça sera Cacrou et son ami. Voilà. Donc, j'ai fini les petites histoires. Oh, j'ai bien envie de vous raconter un petit truc. Qu'est-ce que je fais? J'ai encore le temps. Oh, je vais vous lire une petite histoire quand même. Parce que c'est vraiment très court, là, un quart d'heure. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez, c'est l'histoire. C'est Contes et légendes des Charentes. Belle Assez. Il y avait une fois dans l'île de Ré une femme très belle, très pieuse, très sage, qu'on appelait Belle Assez, et qui était l'épouse du seigneur de l'endroit. Son mari guerroyait si souvent au loin qu'elle devait tout diriger à sa place. Elle tenait les comptes, surveillait les serfs. Alors, les serfs, c'est les ouvriers. Maintenant, on dirait les ouvriers. C'est les gens qui travaillent pour
qui travaillent pour le roi, la reine, le prince, etc. Les princes, les princesses, les chevaliers, etc. C'est les agriculteurs, si vous voulez. Les agriculteurs, ils travaillaient pour le château. Voilà. C'est des serfs. Et les tenants organisaient la vie du château, commandaient les hommes d'armes, mais ce n'est pas tout. Elles faisaient aussi le bien, veiller au confort de tout genre et bêtes, et se montrer d'une bonté inépuisable pour les malheureux. Aussi ces derniers l'appelaient-elles aussi bonne assez. Cette châtelaine, si occupée, avait 2 filles qui promettaient de devenir fort jolies et qui étaient sa joie et son réconfort. Elle les aimait si tendrement qu'elle s'occupait elle-même de tout ce qui les concernait et leur enseignait aussi tout ce qu'elles devaient apprendre. Quand le mari de Bellacé, le rude Savary de Mauléon, qui tantôt tirait l'épée contre les Français, tantôt contre les Anglais, revenait de ses expéditions, Bellacé lui faisait fête. Elle semblait oublier alors que tout reposait sur elle. Elle s'asseyait de longue heure au pied de son seigneur et écoutait les poèmes qu'il écrivait entre 2 combats. Elle se montait toujours attentive à ne pas lui déplaire, et bien qu'il fût parfois grossier et emporté comme un guerrier plus habitué au camp et aux joutes qu'à la compagnie de sa belle. Elle lui répondait toujours avec douceur et courtoisie. Aussi l'appelait-il parfois douce assez. L'île, cependant, était devenue très prospère. Les moines de l'abbaye de Saint-Laurent, aidés et encouragés par la gente suzeraine, avaient appris aux habitants à cultiver la vigne, à élever les moutons, à filer la laine, à planter les légumes, des arbres fruitiers et même des fleurs, en les abritant par des murs élevés des vents de haute mer. Et le château de Mauléon s'emplissait peu à peu de richesses, non pas dérobées, pillées, mais amassées petit à petit à force de patience, de travail et d'ingéniosité. La guerre se poursuivait alors entre Français et Anglais. Ces derniers entendirent vanter le petit vin que l'on faisait dans l'île de Ré. Cette île leur apparut de plus en plus comme un point de départ bien commode pour débarquer et dévaster le continent. Ils essayèrent donc de s'en emparer afin d'y faire stationner des troupes. Après plusieurs échecs, leurs vaisseaux très nombreux, emplis de chevaliers valeureux et de soldats bien armés, débarquèrent, s'implantèrent et firent prisonnier le seigneur Savary, qui se trouvait là. Ils emmenèrent aussi les écuyers, ses amis et nombre d'hommes de sa suite. Tous durent monter, chargés de chaînes sur les bateaux anglais. Et ils y retrouvèrent tous les fers, toute la fleur des seigneurs de l'Ouest, le vicomte de Thouars, celui de Châtellerault, les sires de Lusignan, de Torigny et bien d'autres. Bellacé resta sur le rivage, soutenu par ses femmes, tandis que les vaisseaux ennemis s'éloignèrent. Elle se lamentait. « Hélas, c'est toute ma vie qui s'en va. Hélas, mon doux seigneur, quand donc vous reverrai-je » Mais elle était trop courageuse pour se complaire. Et des plaintes sans effet, et à des regrets sans espoir. Elle revient au château et sans perdre de temps, entama aussitôt des pourparlers avec les seigneurs anglais demeurés dans l'île, où ils installèrent de nombreuses troupes. Bellacé voulait éviter les meurtres et les pillages, et elle prit avec les ennemis un certain nombre d'engagements mutuels. Il ne se sera fait aucun mal aux habitants de l'île, ni à leurs biens, tant que les troupes anglaises recevraient des rations suffisantes. Bellacé sut galvaniser l'énergie des habitants de Ré et leur fit redoubler d'ardeur au travail, car s'il fallait nourrir l'occupant, elle songeait aussi à réunir une rançon pour délivrer l'exilé. Bellacé a fait foi en ses prières et elle croyait fermement au retour de son Seigneur. Je vais mettre ça pour... Dans chaque chaumière, on se mit à filer à la veillée après avoir travaillé tous les jours. Chacun apporta son obole à la châtelaine sans rechigner, car on comprenait qu'elle agissait avec sagesse et on plaignait sa grande douleur. Les paysans, les bourgeois lui étaient reconnaissants d'avoir si bien
sut s'y prendre avec les Anglais. Ceux-ci, en effet, ne commis pas les actes de brigandage, les cruautés qu'ils avaient rendues si haïssables en d'autres lieux, et leur avaient acquis une réputation si effrayante. Pendant ce temps, les nefs anglais emmenaient les prisonniers jusqu'au rivage britannique. Tous ceux qui vivaient encore à l'arrivée furent enfermés au manoir de Corfe. Là, il n'en existait plus guère, car la traversée avait été pénible pour ces seigneurs enfermés, couverts de chaînes dans les cales puantes, humides et obscures des vaisseaux. Nombre d'entre eux étaient morts, d'autres en l'agonie. Les Anglais, en ce temps-là, étaient fort cruels envers leurs prisonniers. Ils placèrent les seigneurs français dans un cachot très sombre, dans les caves du manoir, et ne leur donnèrent rien à manger. Ils leur apportaient simplement un peu d'eau pour empêcher qu'ils ne moururent trop vite. Chaque jour, ils venaient narguer leurs souffrances et se repaître de leur faim douloureuse. Une lourde grille de fer clôturait la prison souterraine, en doublant une porte de chêne épais aux serrures formidables. Les Anglais ouvrirent la porte et restaient là derrière les barreaux, faisant pleuvoir sur leurs captifs des colibés et des injures. En un seul jour, 20 des compagnons de Savary de Mauléon mourut d'épuisement et peut-être aussi de rage impuissante. Les Anglais ramassèrent les corps pour les jeter dans les oubliettes qui communiquaient avec un gouffre sans fond. Ne le donnerez-vous même pas une sépulture décente, dit un des survivants. Les geôliers ricanèrent sans répondre. Ils entendaient et parlaient cependant le français. Alors Savary redressa d'un grand coup amaigri, décharné, et les yeux luisaient d'une de ces fureurs qui étaient célèbres dans son île, et elle leur dit: « Vous vous moquez, messires, mais vous n'avez point grand mérite. Tenez, tout affaiblis et piteux que nous sommes, je vous parie ma vie que nous buvons encore mieux que vous. » C'était la grave offense. Les Anglais prétendaient être les plus forts en tout, et surtout en manière de beuverie. De leur randonnée dans l'ouest et de sud-ouest français, il avait apporté des tonneaux et des tonneaux de vin. Il n'avait pas oublié d'en apporter de l'île de Ré, car le vin y était très fort en alcool. Ils avaient aussi d'immenses réserves de cruches d'eau de vie. Ils relevèrent le défi. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ce monsieur Qu'est-ce qu'il a, Savary? Si les Français devenaient ivres avant eux, ils les passeraient tous au fil de l'épée et les pendraient selon que le seigneur de Corfe en déciderait au dernier moment. Mais si un seul Français tenait debout plus longtemps qu'eux, tous auraient la vie sauve. Les Anglais étaient si sûrs de gagner qu'ils riaient franchement en extirpant de leur cave les prisonniers. Ils les emmenèrent dans la grande salle du château où tout le monde était réuni. Depuis les marmitons, les serviteurs, les palefreniers, les hommes d'armes, jusqu'au seigneur et ses compagnons. La joute véritable se jouait entre le seigneur de Corfe et Savary de Mauléon. Qu'est-ce qu'il a, Savary de Mauléon, Il a une idée derrière la tête. Alors, on va voir. On va voir après, par rapport à l'histoire. Car c'était 2 adversaires de taille. Le seigneur de Corfy et Savary de Mauléon, c'était 2 adversaires de taille. Chacun d'eux mesurait 2 mètres et était bâti en proportion. Mais tandis que Savary était voûté de faiblesse, avait les joues hâves et le cou décharné, et que dans son visage de grandes rides de misère se dessinaient, le seigneur de Corfe était rouge, cramoisi, gros, avec un homme proéminent, et offrait l'image même de la prospérité. Tout semble indiquer qu'il dut gagner si les yeux du seigneur français n'avaient brillé d'un tel feu, disant la volonté indomptable et la détermination la plus farouche. Tous se mirent à boire méthodiquement. Français et Anglais et les serviteurs servaient chacun et veillaient à ce que les Français bu bien effectivement le contenu de leur gobelet.
D'abord, ce fut de la bière. Au bout d'un moment, Savary, s'inclinant devant le seigneur de coffre, lui dit: Ce n'est là, messire, que pas la musette indigne de notre vaillance. Donnez l'ordre que l'on apporte du vin. Aussitôt, les coupes, les nappes, les tasses furent remplies du liquide rouge cher au rété. Alors, les rétés, c'est l'île de Ré. Hein. Voilà. Quelques Anglais se mirent à chanter et à brailler, tandis que le tournoi continuait. Savary fit un geste discret à ses compagnons qui finirent l'ivresse totasse et roulèrent sous la table, tandis qu'éclataient les hurrahs de l'adversaire. L'instant d'après, un nombre important d'Anglais s'écroulaient aussi bien ivres pour de bon ceux-là. Savary réclama alors de l'eau de vie, et le seigneur de coffre eut quelque peine à donner ses ordres, car sa langue semblait se coller à son palais. Des serviteurs apportèrent de précieuses liqueurs et délivrant de larges cercles ou de vastes zigzags. Quelques-uns s'étalèrent sur le sol, brisant dans leur chute les précieux récipients. L'eau de vie coula et les hommes se jetèrent par terre, lampant le liquide répandu, tandis que les autres éclataient de rires énormes. Savary lava son anape, regarda bien en face le seigneur de coffre et lui dit: À vos amours, messire. Et le seigneur de coffre répondit en vidant le sien: À tes funérailles, seigneur français, car tu as bien bu et je te ferai enterrer foi d'anglais. L'instant d'après, il vit tout tournoyer autour de lui et s'écroula comme une masse. Les derniers Anglais qui tenaient encore sur leurs pieds se laissèrent aller et en faire autant. Alors Savary, toujours très droit, digne, malgré sa fatigue et ses membres raides et là, alla réveiller ses compagnons à grands coups de pied. Ils se sortirent de dessous d'amas de corps anglais ivres-morts, s'emparèrent des âmes de leurs ennemis et les tuèrent tous avant que ceux-ci eussent le temps de se sortir de leur torpeur. Et ils les jetèrent dans les fossés du château dès qu'ils eurent bien mangé et bien dormi. Débarrassés de toute présence inopportune, ils s'organisèrent dans le château, tombés entièrement en leur pouvoir, le manoir regorgé de vivres, d'armes et de munitions. Les Français pouvaient y soutenir un très long siège et ils s'y préparèrent. En effet, lorsque le roi d'Angleterre apprit la nouvelle, il leva une forte armée pour aller châtier les Français révoltés. Mis en route vers Corfe, ils entendirent raconter l'exploit incroyable de ces seigneurs prisonniers qui avaient décimé toute la garnison malgré leurs affaiblissements dus aux longs jeûnes et aux tortures. Cantorbéry, le conseiller du roi, lui dit de s'attacher ses nobles si endurants qu'ils l'aideraient à se maintenir en Poitou. Un émissaire vient donc de la part du roi se présenter devant le pont-levis du manoir de Corfe. Il demanda à parler à Savary de Mauléon. Il venait offrir la vie sauve et la liberté aux Français à condition qu'ils prêtassent serment de fidélité à sa majesté britannique et voulurent bien le reconnaître comme roi à l'exécution de tout autre, mais en garantie de ce serment, sa majesté, qui nourrissait quelques doutes quant à la loyauté de certains, demandait que chaque seigneur français fournisse aux 2 otages pris dans sa propre famille et qui serait garant de l'observance de ses promesses et de sa fidélité. Savary prêta serment le premier et lui offrait en garantie sa mère et sa femme Bellacé. Et tandis que celle-ci, dans son île, travaillait si fort pour réunir une forte somme d'argent destinée à racheter la liberté de son seigneur, des vaisseaux anglais firent voile pour venir la chercher. Quand ils s'approchèrent de l'île, une tempête si terrible se déchaîna que les navigateurs pensèrent couler. Pendant 3 jours, leur nerf fut le jouet des vagues. Et durant ces 3 jours, Bellacé pria pour ceux qui étaient en mer. Quand le vent fut enfin calmé et que les Anglais se présentèrent à l'île, porteur d'une lettre de son mari, lui enjoignant de les suivre, elle ne voulut tout d'abord pas les croire. Pourtant, elle fut bien forcée de reconnaître son sceau. Sa mère, fort âgée, se lamentait sans retenue. « Oh, le grand malheur, oh mon fils, qui vous a rendu si ingrat? Oh, la pitié de partir d'ici, de tout quitter à mon âge. » Mais Bellacé ne poussa pas une plainte. Fière, digne, elle réunit
tous ses paysans, tous ses serviteurs, ses soldats, fit appeler son chapelain, et lui contribua la tâche à chacun, et fit toutes ses recommandations. Elle confia ses 2 filles à la vieille nourrice qui l'avait allaitée elle-même jadis. Elle chargea aussi l'aumônier de bien veiller sur ses enfants qui s'accrochaient à elle en pleurant et en suppliant les Anglais de ne pas l'emmener leur maman. Quand tout fut terminé et toutes ses affaires mises en ordre, elle monta dans sa chambre, se vêtit tout de blanc comme pour ses funérailles, et là, seule avec ses 2 filles, elle les embrassa très tendrement et leur partagea tous ses bijoux. Adieu, mes pauvres enfants, ne m'oubliez pas et priez pour moi chaque jour de votre vie. Elle redescendit alors et dit au capitaine anglais: Je suis prête. Les Anglais lui mirent des fers aux poignets et aux chevilles et firent autant sa vieille belle-mère. Et ils partirent à pied au milieu des escortes de soldats railleurs jusqu'à la plage où une embarcation les emmena au navire mouillé au large. Mais en mettant le pied sur le vaisseau ennemi, Bellacé devient d'une pâleur extrême, porta la main à son cœur et tomba morte. Savary ne paraît pas éprouver de remords dès qu'il entra dans son île. Il témoigna de sa satisfaction en retrouvant ses affaires si prospères et au bout de très peu de temps, il se remaria avec une femme très belle mais de simples conditions. C'était la fille de pêcheur de la côte d'Ouest. Cette Réthèse d'une si grande beauté lui donna un fils. La nouvelle châtelaine s'appelait Amiel, mais malgré son nom de douceur, elle était dure, froide, exigeante, et tout le monde regrettait Bellacé. À plusieurs reprises, elle se montra sévère et injuste avec les 2 filles de la défunte. Elle leur attira des punitions qu'elles n'avaient pas méritées. Savary ne voyait que par les yeux de sa seconde femme, et il prit en grippe les filles de sa première épouse, quand il les semonait vertement et les faisait fouetter pour la moindre peccadille, ou même sans raison, sur une dénonciation ou un mensonge d'Amiel. Les 2 petites s'en allaient pleurer, enlacées toutes 2 dans un recoin obscur, et elles parlaient avec tristesse de leur maman. Les servantes les regardaient avec pitié et commencèrent à répandre le bruit qu'il se passait des choses extraordinaires au château. On entendit gémir derrière les portes closes chaque nuit. Il semblait qu'une main tremblante essaya de secouer les volets et le ventail et frappa de son poing le chêne épais. Les jours de grand vent, on eût dit véritablement que quelqu'un cherchait à pénétrer dans la cuisine. Puis les unes et les autres virent une image furtive dans les coins, une forme toute vêtue de blanc, les mains enchaînées. Une des cuisinières affirma avoir entendu la voix de Bellacé. Notre pauvre dame disait: Oh, laissez-moi rentrer chez moi. Le chapelain la vit lui aussi un soir. La vieille nourrice conta que Bellacé lui était apparue. Elle était là devant moi et je l'ai vue comme je vous vois, bonnes gens, avec son air triste, la tête un peu penchée de côté, et ses pauvres mains enchaînées. Elle pleurait, elle disait: Nourrice, pourquoi est-on si méchante avec mes pauvres enfants? Nourrice, pourquoi cette femme qui a pris ma place les fait-elle pleurer? Savary de Montléon entendit quelques échos de ce qu'il appelait en haussant les épaules des sornettes. Des sornettes. Un moine qui se trouvait depuis peu au château et n'avait jamais connu la précédente châtelaine lui raconta lui aussi, et il en fit une description tellement exacte, lui qui ne l'avait jamais vue, que le seigneur fut cette fois très ébranlé. Du château, cette histoire se répandit jusque dans les villages, et bientôt on ne parla plus que des apparitions mystérieuses. Chacun était bien persuadé que tout ceci était présage, quelque punition pour le seigneur et sa seconde femme. Un soir que Savary rentrait fort tard de la chasse, et que le ciel était très noir et le vent furieux, il vit une forme blanche à l'entrée du jardin du château. Il entendait en même temps un léger cliquetis de chaîne. Il voulut tirer son épée,
Qui va là cria-t-il de son ton le plus rude. Et la voix dont il se souvenait si bien répondit. M'as-tu complètement oublié? Il sentit une caresse humide et froide sur son front. Il rentra tout tremblant et de se coucher aussitôt avec une forte fièvre. Sa maladie dura longtemps. Dans son délire, il conversait avec Bellacé. Il l'implorait, il cherchait à se justifier. Bellacé, pardonne-moi, j'ai été fourbe, cruelle et lâche. Bellacé, accorde-moi ta miséricorde. Amiel, qui restait là de longues heures auprès de lui, se sentait glacé de frayeur en entendant ce dialogue avec une défunte. Dès que le Seigneur fut un peu remis, il demanda conseil à son chapelain, puis il convoqua les autorités ecclésiastiques de l'île. Les prêtres écoutèrent attentivement sa confession, puis lui dirent qu'en effet son crime était si grand que pour l'expier, il lui faudrait partir à la croisade, convertir les infidèles ou les exterminer. Quant à Amiel, durant l'absence de son Seigneur, il lui faudrait faire pénitence et s'inspirer de la conduite de Bellacé. Et surtout, elle devait veiller à se montrer une bonne mère pour les 2 petites orphelines. La jeune femme avait eu si peur qu'elle se soumit à tout ce que l'on lui ordonna. Savarine Moléon se joignit à la croisade contre les Turcs. Il revint plusieurs années après bien assagi. Durant toute son absence, Amiel avait accompli l'effort ordonné par les prêtres et était parvenu à remplacer Bellacé auprès de ses filles et des malheureux. On n'entendit plus jamais parler d'apparition depuis ce moment, mais plus jamais non plus les 2 orphelines ne reçurent le fouet mal à propos, et on les entendit plus jamais sangloter l'une contre l'autre, blotties dans quelque cachette. Savary de Mauléon mourut tranquillement entouré des siens. Lorsque plus tard Amiel de Ré mourut à son tour, on l'enterra dans la crypte de l'abbaye de Notre-Dame des Châteliers, auprès des restes de Bellacé. Elles y dorment sans doute encore, fraternellement unies dans la mort. Et voilà, ma petite histoire est finie. Voilà. Très joli conte. Très joli conte ou légende, ou c'est une vraie histoire. On ne sait pas. Voilà, ma petite histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dimanche, j'en mettrai une autre. Demain, on sera samedi, je referai Dico, songe de lune, et bien entendu, conte. Mes contes préférés que je vous ferai. Voilà. Donc, je vais poster. Oui, je vais poster à la lettre. Je vais poster la lettre en lettres. Non, je vais télécharger cette vidéo. Je vous la poste sur ma chaîne. Je vous dis à demain. Béa est de retour. Oui. Donc, mes petits loulous et louloutes, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, l'histoire. Un petit peu de cafouillage. Franchement, c'est Béa. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et je vous dis à demain, les petits. Et les grands, je vous dis à tout de suite. Parce que je vais faire la vidéo aussitôt. Bonne nuit, les petits. Et à demain. Bisous.